l'approche de la Hongrie a permis cela. Parce que les Roumains n'étaient pas les seuls qui se sentaient opprimés. Il y avait les Serbes, il y avait aussi les Slovaques autour de Bratislava, etc. Au moment où la question s'est posée, qu'est-ce qui se passe avec les provinces, ce n'est pas seulement les Roumains qui ont voté de quitter la Hongrie, parce qu'ils pensaient que la pression de devenir du Hongrois était insupportable, ils voulaient se séparer. Alors c'est intéressant de voir ceci, c'est compréhensible de quel point de vue on essayait d'établir un État national hongrois et comment ça n'a pas fonctionné. Alors, on arrive ici dans une situation similaire. La Transylvanie se rattache à l'Allemagne. Le sud de la Roumanie est plus ou moins homogène. Point de vue nationalité, il n'y a pas grand-chose de l'intérieur. Peut-être quelques tziganes, etc., mais quand même, ils ne comptaient pas trop dans la vie politique à l'époque. Et puis, il y avait une religion que tout le monde suivait, plus ou moins, l'orthodoxie. Et maintenant, on rattache des provinces, le Banat, la Transylvanie, la Brovie, la Bessarabie, etc., avec un mosaïque incroyable de nationalités, de cultes, des religions, etc., etc. Comment faire pour le faire en sorte? Clairement, il faut faire mieux que ce que les Hongrois ont essayé de faire et n'ont pas tout à fait réussi de gagner les âmes et l'intérêt des populations qui vivaient dans ces pays. Et c'est ça le sujet en principe de cette discussion. Alors, loi des cultes. Alexandre de Lapédatre est nommé par le gouvernement brétien dans la fonction de ministre des cultes et des arts. Et il y a la Constitution de 1923, voilà, c'est ça, ça c'est le bulletin officiel, moniteur officiel roumain, qui publiait les lois. Alors, je les ai coupés, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que bien sûr le texte est évidemment roumain. L'article 22 de la Constitution adoptée en 1923, après maintes débats et discussions, etc., disait « La liberté de conscience est absolue. L'État garantit à tous les cultes également la liberté et la protection, avec l'exception des situations où il porte atteinte à l'ordre public, aux bons mœurs et aux lois d'organisation de l'État. » Alors, toute organisation de culte qui ne porte pas un de ces trois reliefs a le droit d'exister et est protégé par l'État. Ensuite, d'une manière un peu contradictoire, si vous voulez, c'est écrit l'Église chrétienne orthodoxe et celle gréco-catholique sont des églises roumaines. L'Église orthodoxe étant la religion de la grande majorité des Roumains est l'Église dominante dans l'État roumain. Et celle gréco-catholique a priorité par rapport aux autres. Alors, comment peut-on écrire dans le même paragraphe que tous sont traités de manière égalitaire, mais les uns sont dominants et les autres sont prioritaires? Alors, il fallait trouver une loi à implémenter celle-ci en ménageant toutes les sensibilités. Et ça, c'est un livre qu'on a publié, alors, qui reproduit les débats qui ont eu lieu au niveau du Sénat au moment de l'adoption de la loi, qui ont eu lieu 5 ans après ce que les discussions ont été démarrées. Et le débat a duré 12 jours. Et les représentants de toutes les cultes ont pu se prononcer et on a débattu. Comment ça s'est passé? D'abord, dans l'exposition de motifs d'Alexandre de Lapédatre, il fait la liste des cultes. À côté de l'Église orthodoxe, dont l'organisation a été établie déjà par une loi spéciale, il y avait gréco-catholique unique. Ça veut dire une partie des orthodoxes qui se sont fait l'union avec Rome. Catholique, avec 3, je crois que ça c'est évidemment, moi je l'ai copié tel quel, mais je crois que ça veut dire de rite, non pas de rythme, non, de rite, avec 3 rites différents. Culte protestant, calvaire, etc. Il y a 12. Et puis ensuite, il y a un chapitre sur les baptistes qui avaient été reconnus par les lois hongroises en Transylvanie, mais pas dans les autres. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Est-ce qu'ils sont légalement valables? On disait dans la loi que eux, ils peuvent exister dans la région qui ont été acceptés. Pour avancer, avant de mettre au débat la loi des cultes, avec ce mosaïque des croyances et des règles, Alexandre de Lapédatre passe 2 lois. Une première loi, c'est celle-ci, qui transforme la métropole primaire de la Roumanie en patriarche. Alors, il est élevé au rang de patriarche. Et l'autre, c'est le statut d'organisation de l'Église orthodoxe. Alors, point de vue sensibilité des orthodoxes, parce qu'ils sont les dominants dans le pays, on les a
disons, satisfaits. Ils ont été élevés au rang de patriarches, ils avaient des statuts qu'ils avaient débattus et définis eux-mêmes et qui ont été légiférés par l'État. Maintenant, on peut s'occuper des autres, des ainsi nommés cultes minoritaires. Et dans l'exposition des motifs, l'État garantit ça, alors c'est les formulations reprises de la Constitution de 23, mais Alexandre, dans l'exposition des motifs, explique que dans un État comme le nôtre, avec tradition et caractère laïque, on parle en 1926, hein, la laïcité. Et là, Elmed Gaifash, qui est un des représentants des minorités, et qui effectivement parlait contre à cause des acquis. Il pensait que les autres cultes ont déjà des acquis historiques qu'on ne peut pas jeter par-dessus le bord maintenant. Mais on les a jetés au principe de l'égalité. En quelque sorte, en protégeant leur droit de continuer de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais il dit, Monsieur le Premier ministre Vintila Bratiano a une idéologie qui répète très souvent, la Roumanie est un État laïque. Cette idéologie vient de France. De plus, la pédale dit les dirigeants de l'État roumain moderne ne se sont jamais orientés dans leurs actes de gouvernance à des préoccupations d'ordre confessionnel. Et exactement comme ceci, les partis politiques ont exclu de leurs préoccupations toute tendance cléricale. Alors l'État affirme sa souveraineté. Le droit régalien, et donc on parlait au début, de légiférer et de définir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas dans le droit. Ça arroge le droit de contrôle, exerce le monopole sur les actes civils. Parce que c'est vrai qu'il y avait dans certaines régions, c'était toujours l'Église ou la croyance ou le culte qui établissait le baptême, le mariage, etc. Non? Alors, ils ont légiféré que c'est l'État qui doit le faire. Ensuite, on peut avoir une cérémonie religieuse. Mais la base, c'est la décision de l'État. Protège les propriétés. Voilà, tous les cultes ont des propriétés, ils ont été protégés, etc. Et l'État conserve le pouvoir de décision. Voilà. Ensuite, on a établi des métropolies dans des provinces où il y avait la population, il y avait des conditions numériques, il fallait avoir un certain nombre de croyants pour pouvoir établir certaines organisations, etc. Et ici, Alexandre de la Pédate est photographié avec le métropolitain Vladisarion Pouillou, qui a fait d'ailleurs la proposition des statuts de l'Église orthodoxe et de la patriarchie. Et c'est pour cela qu'il a été ici visité, etc. Mais à Tchernobyl, sinon, ça c'est dans la Bucovine. Il était évêque. Qu'est-ce qui se passait en même temps? Qu'est-ce que l'autre frère faisait, tandis qu'Alexandre essayait de mettre ensemble 12 représentants des cultes différents, mosaïques entre eux d'ailleurs aussi, etc. etc. Ben, il avait un autre problème. Il était un financier, il avait fini son activité comme financier, il avait été nommé à la Banque nationale de la Roumanie. Il n'a pas pu commencer parce qu'il a eu la fonction de ministre entre-temps, mais à la fin, il a démissionné, il est revenu à la banque. Le problème principal, c'était l'inflation qui, après la Première Guerre mondiale, n'était pas toujours maîtrisée et qui continuait d'être galopante et de poser des problèmes. Alors, il faut faire une stabilisation monétaire. Et c'est ça sa première tâche. 1 an et demi, il porte des tractatifs plus ou moins secrets avec des représentants des banques britanniques qui viennent à Bucarest, incognito, qui sont placés dans des locaux secrets, etc. Et il réussit de les convaincre du bien fondé des budgets roumains et de la possibilité d'avoir un emprunt. Malheureusement, ça a été bien annoncé en 1929. Ça se pénistrait d'un journal roumain, 1929, la vérité. C'est la vérité. À ce moment-là, que tout est bien et que l'emprunt pour la stabilisation monétaire est presque fait. La pédale ne parle pas parce qu'il représente la banque, c'est les politiciens qui parlent. La banque reste toujours discrète en arrière. Et ça ne fonctionnait pas. Parce que malheureusement, au moment où il va lui-même à Londres pour négocier le contrat d'emprunt, tandis qu'il est à Londres, un de ses collègues a été surpris à la frontière avec des documents essayant de rapporter dans le pays le roi qui avait abdiqué en faveur de son propre fils et qui essaie de revenir, Carole II.
il y a un scandale européen, un scandale énorme, et on dit qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas vous prêter, dans ces conditions d'instabilité politique du pays, on ne peut pas faire un prêt si important que cela, et de plus, il faut résoudre vos créances avec l'Allemagne, avant qu'on puisse le faire. Alors, on parle avec les Pays-Bas, on parle avec la France, tous les banquiers disent que l'Allemagne n'est pas stable et ils ont un problème avec l'Allemagne qui n'est pas résolu. Il y avait des créances qui étaient pendantes encore là. Donc ils s'engagent, ils signent le premier traité avec l'Allemagne. Ils négocient avec l'Allemagne, en équipe de deux qui vont vers l'Allemagne, ils négocient, ils ferment le contentieux et ils ouvrent la porte pour l'emprunt de stabilisation qui se fait. Ion Lapédade devient gouverneur de la Banque nationale, pas tout de suite, en 1944. Et cette année, la Banque nationale roumaine a fait une émission numismatique des monnaies, or, argent et plombac, avec des gouverneurs de la banque qui ont un anniversaire plus ou moins ronde. Ion Câmpinianu, qui est le premier gouverneur de la banque, Mihai Manolescu et Ion Lapédade. Ce qui est marrant, c'est que Mihai Manolescu était son opposant. C'était lui qui a été trouvé à la frontière avec les papiers du roi. Donc, il se retrouve sur la même monnaie, voilà, la vie et l'histoire. La stabilisation, et la Roumanie devient membre de la Banque des règlements. Les Allemands ont décidé de ne pas payer leur dette de guerre en payant tous les pays qui ont gagné la guerre, mais ils ont établi une banque, et le paye dans cette banque, et la banque devait les distribuer. Alors, cette banque a été établie à Bâle, en Suisse. Son chef a été M. Beyen, qui était un Hollandais. M. Beyen est venu à Bucarest, ici c'est leur arrivée à Bucarest. La Roumanie devient membre de la banque. Elle est toujours, même aujourd'hui, elle est membre de la Banque des règlements. Et M. Beyen, après ce qu'il a fait cet office, est devenu une personnalité assez importante pour l'Union européenne. Parce que c'est lui qui a proposé la communauté économique européenne. En 1956, quand la communauté de l'acier et de charbon a voulu se transformer, le Parlement français a voté contre, tout le monde veut, non, pas d'Europe, pas rien du tout. Alors lui, il a dit, bon ben, si on n'arrive pas à faire une union politique, peut-être on peut faire un marché commun. Et c'est lui qui a fait les deux mémoires, effectivement, à Bucarest, pour la petite histoire, dans un grand jardin Erestreu de la ville, il y a une petite île qui s'appelle l'île des Roses. Sur l'île des Roses, les Roumains, quand ils étaient sur le point d'entrer dans l'Union européenne, ils ont mis 12 têtes des prédécesseurs des personnalités importantes de l'Union européenne, dont Beyen est une. Alors sa tête se trouve sur l'île des Roses à Bucarest. Et pendant ces visites, d'ailleurs, Ion Lapédade, qui était un grand montagnard, il l'a guidé dans les montagnes de Bucegi. Beyen et son épouse, pour visiter la Roumanie, avoir reçu une idée de la nature et de ça, pas seulement des salles de conférences et des contes. Ce que la directrice de la Fondation Lapédade, la nièce de mon épouse, a remarqué en regardant ce genre de photos, c'est extraordinaire comme tous les souliers brillent. Et c'est vrai, hein, c'est frappant. Alors, on a trouvé quand même une photo avec Ion Lapédade, qui était à ce moment-là vice-gouverneur de la banque, avec le gouverneur, qui était Nikita Constantinescu. Ils étaient en Canada à une discussion de la conférence des banques d'émission de la Petite Entente, tous les deux en train de se faire cirer les sous. Alors on s'est bien rendu compte que c'était une préoccupation vraie et permanente. L'organisation des théâtres nationaux, Alexandre s'en occupe. La loi pour promouvoir le répertoire national, pour donner priorité aux créations originales en roumain, et des choses pareilles. Les gouvernements prêtent serment. Ici, vous voyez le 30 mars 1926, Ion Lapédade, qui est là, prête serment dans le gouvernement du maréchal Averescu, qui est là. Alors ici, c'est Petru Groza. Ici, c'est Goga. Voilà, c'était ça le gouvernement Averescu 1926. Il y a une petite histoire avec celle-ci. Ion s'est présenté ici après ce qui s'est séparé du parti de Maniu. Le parti de Maniu était le parti national transylvain. Et Maniu essayait de se profiler dans la politique roumaine après l'Union,
Il s'est bien rendu compte qu'avec un parti régional, ce serait comme CSU en Bavière, si vous voulez. Non, il n'arrivera jamais à faire le chancelier. Et il a besoin d'une alliance. Il est en train de s'allier avec les Tzelenistes, le parti paysan de la Moldavie. Et pas tous les Transylvains étaient d'accord. 3 étaient contre, c'était Goldish, c'était Lapedatu, et c'était Lupaș. Tous les 3 sont ici parce que tous les 3 ont été récupérés tout de suite dans le gouvernement de transition de Ardeleescu. Cette décision a été prise très vite de la formation du gouvernement. Et la décision l'a surpris tellement Ion Lapedatu que c'était dans l'après-midi et il fallait prêter serment le soir même au palais royal. Alors il part au palais royal habillé tel quel. Et il écrit dans ce nom, quand je suis arrivé, je vois tous les autres en frac, avec grande décoration et grand pompe, et ça, moi en habit civil. Et il est tellement choqué par le fait qu'il n'est pas bien habillé pour l'événement, il est derrière, et si vous voyez la photo, il fait comme ça, pour qu'on ne voit pas qu'il n'a pas la décoration là, qu'il n'a pas le cordon-ci, qu'il n'a pas le... Il est allé se présenter au roi dans une mauvaise tenue. Ce n'était pas le seul, son frère jumeau l'avait fait auparavant. C'est vrai qu'avec un autre roi, avec Ferdinand, il a été nommé dans la délégation roumaine pour la discussion du traité de Trianon. Et ça s'est aussi passé très rapidement. Il a dû voir le roi avant de partir, et il arrive tel qu'il était. Et il s'excuse en arrivant. Le roi lui dit quand même, écoutez, à ce moment-ci, nous avons des choses plus importantes que le protocole. Et c'est vrai qu'il écrit ensuite que c'était quand même, il n'était pas encore arrivé dans sa grande partie de sa carrière. Il disait, je n'avais même pas un frac, j'aurais pu louer. Bon voilà, maintes activités publiques. Ici c'est lui, Alexandre, avec le grand Carlo II, visitant le musée Antipa, musée d'histoire naturelle de Bucarest. Monsieur Antipa est derrière. Et ici, c'est la grand-mère de Ioana, qui est ici à gauche, avec la reine Marie, dans la réunion des femmes orthodoxes roumaines, etc. Diplomatie bancaire. Ion Lapedatu prend partie dans les discussions de la petite entente. Il y avait 3 pays qui ont décidé de se mettre ensemble dans la Tchécoslovaquie. Ça a fonctionné entre 36 et 38. Vous vous rendez bien compte qu'est-ce qui a arrêté la petite entente? 38. C'est Hitler qui a occupé la Tchécoslovaquie, et tout ça c'est tombé en panne. Ça n'a plus. Voilà comment, ici, dans cette photo, parce que j'arrive à la fin. Voilà. Ici, c'est Ion Lapedatu avec Titulescu, par exemple, n'est-ce pas, le fameux ministre des Affaires étrangères. C'est la diplomatie bancaire, la petite entente, compétition, etc. Voilà, déjà on commence à voir, avec même la chute de la petite entente, que l'histoire commence à ne plus avancer dans le même rythme, avec la même continuité. Lapedatu voit déjà Ion Lapedatu à Rome, dans la discussion qu'il a eue, c'était déjà en 22. Il voit le début du mouvement fasciste de Mussolini. Il voit une démonstration organisée à l'époque. Le parti de Mussolini venait d'être établi, moins de l'établissement. Il venait à Rome depuis 1000 ans. Tout le monde, 2300 personnes estimées par Ion Lapedatu ont participé. Et des partisans sont partis à la gare pour le recevoir, etc. Et ils écrivent que d'abord c'était plutôt ridicule ce qu'il a vu là-bas, et que ça lui rappelait les démonstrations qui se faisaient à Bucarest, en allant sur le Dalul Mitropoli, qui est une éminence dans la ville, quand un fameux orateur roumain, Nicolae Lupu, professeur de droit, tenait des discours inflammatoires. Alors les étudiants, ils faisaient un petit cortège et l'acclamaient dans la rue. C'était un peu à ce niveau-là. C'était beaucoup plus dangereux que ça, malheureusement, comme vous voyez. Et ici, c'est un extrait du moniteur officiel de 1933, où Alexandre Lapedatu était au pouvoir, était dans le gouvernement, et c'est le décret du gouvernement qui met hors la loi l'organisation fasciste roumaine à la garde de fer. Donc sa signature
et sur le décret qui met les fascistes roumains hors la loi. Deuxième Guerre mondiale a été un moment assez cruel pour la génération de la Grande Union. D'abord, c'est les soviétiques qui présentent l'ultimatum et on prend la Bessarabie et la Lituanie. Ensuite, il y a le deuxième arbitrage de Vienne qui donne une grande partie de la Transylvanie aux Hongrois. La Roumanie est démantelée en grande partie, la tristesse s'empare de tout le monde. Bref espoir, après le 23 août 1944, ça c'est les notes du grand-père de Johanna, le soir du 23 août 1944. Le soir, on entend à la radio le communiqué du roi, on arrête tout de suite les hostilités, on commence des négociations de paix, etc., etc. Et puis ensuite ça continue, on s'est retrouvés, il était à Cluj, on s'est retrouvés, et on a trinqué pour la bonne réussite et tout ça. Il n'avait bien sûr pas prévu la prise de pouvoir du communisme, qui s'est passé tout de suite avec des purges. Tous les deux ont été démantelés de leurs fonctions. La Bédate a dû quitter la banque, à Lyon, Alexandre a été purgé tous les deux de l'Académie roumaine, l'autre était secrétaire perpétuel. Spoliation, on leur a confisqué tous leurs biens, on leur a coupé les pensions, on les a laissés sans aucun revenu, et finalement emprisonnement et mort.